Donc un bonjour et un bienvenue à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire d'une heure au sujet des agrandissements bois et notamment au sujet des extensions et surélévations. Donc on va avoir deux intervenants aujourd'hui. Donc pour le déroulé de cette heure ensemble, on va avoir une petite introduction, présentation de bois.com qui porte le webinaire aujourd'hui. Et ensuite, on aura l'intervention de nos deux professionnels qui vont nous faire leur retour d'expérience, mais aussi nous partager leurs conseils au sujet des extensions et surélévations. Donc, on va avoir l'intervention tout d'abord de Nicolas Mazurel de Coutoc Architecture qui nous parlera majoritairement des extensions bois. Et ensuite, on aura l'intervention de Thomas Hus de Thomas Hus Architecte qui nous parlera pour le coup des surélévations en bois. Donc, pour une rapide présentation de la campagne bois.com pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une campagne de communication grand public qui a pour objectif de sensibiliser le particulier aux matériaux bois et à ses usages. Donc, c'est une campagne qui est soutenue par le Codifam, mais également Swedish Food et menée depuis quelques années par le CNDB. Bois.com, c'est le nom de la campagne, mais aussi le nom du site web. Donc, je vous invite à vraiment aller faire un tour sur ce site qui recense aujourd'hui plus de 350 articles thématiques sur le matériau bois, sur la construction, sur la rénovation, sur l'aménagement et sur le mobilier. Donc, pour tout savoir sur le matériau et ses usages, vous allez pouvoir y trouver beaucoup de contenu, soit inspirationnel, mais aussi technique, des astuces, des retours et des conseils de pros. Vous avez également un espace forum ouvert 24 heures sur 24 qui vous permet en fait de poser une question vraiment technique. Et on a derrière une équipe de modérateurs pour répondre à toutes vos questions. Vous avez également un espace inspiration avec plus d'une centaine de photos pour vous donner des idées et vous faire rêver, pourquoi pas, pour vos projets aussi en bois. Donc bois.com, voilà, je vous invite vraiment à aller sur le site. Dernièrement, on avait plus de 2 millions de pages vues. Donc je vous invite vraiment à trouver réponse à vos questions via ce site-là. Bois.com, c'est également une présence sur des réseaux sociaux. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir trouver tous les jours sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram et YouTube énormément de contenu pour vous aider et vous accompagner dans un projet bois. On est aussi partenaire de nombreux événements. On en organise également, comme aujourd'hui par exemple. Je voulais vous présenter par exemple les Journées à vivre. Je ne sais pas si c'est un événement que vous connaissez tous. C'est un événement sur lequel bois.com est partenaire. Donc c'est un événement organisé par la revue À Vivre qui permet à tout public, autant professionnel que particulier, de visiter des réalisations bois partout en France. Donc les week-ends sont marqués juste ici. Donc à partir de demain jusqu'au 26 juin, vous allez pouvoir visiter des réalisations partout en France avec le propriétaire et l'architecte qui a conçu la maison en question. Donc je vous invite vraiment à regarder sur le site des Journées à vivre pour participer à cet événement-là. Donc voilà, plein d'événements organisés par bois.com. On fait également des webinaires comme aujourd'hui, des visites d'opération, des visites en forêt. N'hésitez pas à nous suivre. Et pour être informé justement de toutes ces actualités, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qu'on vous envoie tous les mois. Bois.com, c'est également donc, une chaîne YouTube extrêmement fournie. Encore une fois, vous avez beaucoup de vidéos relativement courtes pour vous permettre d'en savoir plus sur le bois et ses usages. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour découvrir tous les contenus. Il ne me reste qu'à vous souhaiter en tout cas une bonne session, un bon webinaire aujourd'hui sur le thème des extensions sur l'élévation bois. Je vais donner tout de suite la parole à notre premier intervenant, donc Nicolas Mazurel de Coutoc Architecture, également membre du club Houille au bois. Donc, je vous donne tout de suite la main et à tout de suite dans la partie questions-réponses dans le chat. Bonjour à tous, Nicolas Mazurel, architecte. J'ai eu mon diplôme en 99. J'ai d'abord été salarié dans différentes agences, puis je me suis mis à mon compte en 2006. Et depuis 2006, je travaille essentiellement avec des particuliers, donc avec vous, et sur la maison. En fait, la maison au sens large, c'est-à-dire ça va aussi bien de la maison neuve que l'extension, la surélévation, l'aménagement intérieur, du mobilier aussi, donc tout ce qui touche à la maison de près ou de loin. Depuis cette époque, je me suis intéressé au bois. J'ai trouvé que c'était une bonne réponse pour ce type de programme. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples de réalisation dans le domaine de l'extension. Et puis, depuis 2020, en plus, j'ai une nouvelle casquette qui est celle d'enseignant. Un véritable plaisir de partager aussi avec des jeunes.
Suivante, s'il te plaît. Avant de faire tout projet, que ce soit du neuf, surélévation, extension, il est primordial de faire une bonne faisabilité, c'est-à-dire vérifier qu'on puisse aller au bout d'un projet. Pour ça, il faut bien valider l'adéquation entre le site primordial, le programme, la réglementation et le budget. Le site, il est ce qu'il est, on ne peut pas y faire grand-chose, on compose avec, et c'est merveilleux d'arriver dans un site qui soit construit vierge, on arrive toujours quelque part. Le programme, il peut être ajusté suivant que les autres curseurs nous empêchent d'aller dans telle ou telle dimension. La réglementation, là, on n'y peut rien, on fait avec, on compose avec elle aussi, et le budget, lui aussi, peut être ajusté. Mais sachez que s'il y a une de ces entités qui ne fonctionne pas dans votre projet, vous n'arriverez pas à aller jusqu'au bout. Donc, première chose à vérifier plutôt que de perdre du temps, c'est ces 4 points-là. Ensuite, un projet, c'est 3 grandes phases. En fait, ça peut se découper en 3 parties. La première partie qui est la conception, qui va de l'esquisse au permis de construire ou à la déclaration préalable. Là, ça va vraiment dépendre des surfaces que vous allez faire pour votre projet. La deuxième phase qui est plus liée au chiffrage, c'est-à-dire qu'on va faire des documents, le DCE, le dossier de consultation des entreprises qui va permettre aux entreprises de chiffrer. Et là, c'est à nous d'apporter un peu plus d'informations au premier dessin qu'on avait pu faire. Et on va jusqu'à l'appel d'offres, c'est-à-dire on va choisir les entreprises avec lesquelles on va travailler pour différentes raisons. Une fois que c'est validé, on valide un planning avec ces entreprises et démarre la troisième phase qui est l'exécution, c'est-à-dire le chantier. Ça va de l'ouverture du chantier jusqu'à la réception. Donc ça, c'est les phases classiques pour un chantier, que ce soit une extension ou autre. Mais important d'avoir ça en tête. Pour en venir au bois, en fait, j'ai commencé en me mettant à mon compte à travailler avec le bois et parce que j'ai trouvé que c'était une réponse pertinente par rapport à ce type de projet et pour différentes raisons. Ce sont ce qu'on appelle un chantier sec. Quand on va travailler avec du bois, on n'a pas de temps de séchage comme si on avait à travailler en maçonnerie. On a une mise en œuvre qui peut être variée, c'est-à-dire que quand on est dans un projet d'extension, on n'a pas toujours un accès facile à notre parcelle, surtout en ville. Moi, je travaille essentiellement en ville et on densifie la ville. Et cette ville, ces parcelles ne sont pas facilement accessibles. Donc, suivant le type de projet, on va pouvoir ramener soit un élément qui est construit en amont en atelier, préfabriqué, soit au contraire, on pourrait monter un atelier sur place, c'est-à-dire que là, on va ramener des petits éléments qui sont faciles à transporter, parce que c'est ça la problématique, directement sur la parcelle, et le charpentier, là, monte son atelier et travaille en direct. C'est en général des chantiers qui sont rapides aussi, parce qu'on a tous ces temps de séchage qui sont évacués, donc ça c'est quand même un grand plus. Et puis des chantiers propres, ce qui n'est pas négligeable quand on fait un projet. Vous verrez qu'un chantier, ça devient rapidement, on se laisse rapidement déborder par rapport à la propreté, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et quand on peut se faciliter les choses avec des matériaux qui nous permettent, c'est un bon point en plus. Suivante, s'il te plaît. Donc, on va voir ça avec des images. J'ai sélectionné 2 projets où je suis parti dans le chantier. On va se promener dans le chantier ensemble. Puis après, d'autres chantiers où on va plus voir au stade fini. Là, c'est le projet d'une maison à Nantes, début du siècle précédent, on va dire années 30. Maison sur laquelle il y a eu une véranda qui a été rapportée. Et cette véranda qui faisait plutôt un filtre entre le jardin et la maison, alors qu'en général, on a plutôt envie de s'ouvrir avec une véranda sur le jardin, même si je trouve que le résultat n'est pas souvent satisfaisant avec une véranda. Et là, mes clients souhaitaient faire une extension, et c'était pour une famille, 2 parents, 2 enfants, et faire une extension voilà, sans a priori pour tel ou tel type de matériaux. Et en travaillant avec eux, je leur ai expliqué pourquoi moi je trouvais ça judicieux de travailler avec du bois, et ils m'ont suivi. Donc il y avait l'aspect forcément attractif du bois, on en parle beaucoup, c'est un matériau qui est écologique, et puis dans leur cas, eux, c'était aussi qu'on avait un accès qui était difficile sur le bord de la parcelle. Donc là, on voit entre la mitoyenneté entre le
bâtiment, on voit le pignon du bâtiment à côté. Et là, on avait comme un couloir qui finissait sur 90 cm de large au point le plus étroit. Donc, plutôt que de faire 40 allers-retours avec des brouettes, je trouvais que c'était une bonne solution de travailler en ossature bois. Ossature bois qui fait qu'on va travailler sur un atelier sur place, enfin pour le charpentier, c'est-à-dire que là, quand on prend la vignette en haut à droite, on voit que le charpentier a ramené ce qui va composer nos murs en ossature bois, c'est-à-dire les panneaux de contreventement qui sont les panneaux, là ici en OSB, des lisses, donc c'est des pièces de bois horizontales, et nos montants verticaux, qui sont aussi les mêmes pièces de bois qu'on utilise à l'horizontale ou à la verticale, pour assembler les différents murs qu'on voit sur la vue du milieu. Ces différents murs, c'est notre structure qui ensuite va être remplie par un isolant et une vêture extérieure comme intérieure pour le projet. Autre chose, dans ce type de projet, on se rend compte qu'une extension, ce n'est pas que l'extension, mais c'est pour ça que je trouvais important de mettre cette photo qui est en bas, c'est aussi une rénovation. C'est-à-dire que si on fait une extension et qu'on garde le reste brut de décoffrage, souvent, on a une partie qui est très belle, qui contraste avec l'autre partie qui est un peu tristoune. Donc là, on avait une maison qui était en pierre, enduite au ciment, une maison qui avait des murs qui ne respiraient plus et on avait une approche globale sur ce projet. Il fallait quand même rendre l'habitat sain, même si ce n'était pas non plus un habitat insalubre. Il y avait des remontées capillaires qui arrivaient par les pieds de mur et dans la mesure où on a eu cet enduit-ciment qui a été fait à une époque, les murs ne respiraient plus. On avait donc des dégâts, le mur qui se dégrade en partie basse essentiellement parce que ça pompe l'humidité du sol. Et donc, on a décidé de piquer ce mur. En piquant ce mur, on a découvert qu'il y avait déjà eu des reprises qu'on peut deviner sur la porte centrale. Là, il y a déjà eu des reprises avec un linteau béton qui avait été créé. Et en le piquant, on a découvert que la pierre était en bon état et que ça pouvait être un travail assez intéressant d'avoir un jeu de matériaux différents entre pierre, bois, et on verra le zinc aussi que je vais utiliser en bardage. Donc, on a piqué le mur, la pierre en bon état, on l'a gardée en l'état. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Toujours ce même projet, une fois qu'on a monté notre ossature, là on la voit de l'extérieur pour les deux images de droite. Ce mur, il est en ossature bois, il faut le protéger de l'humidité. Donc pour ça, on utilise comme un pare-pluie, en fait, comme un manteau, qui lui protège le bois de l'humidité. Ce n'est pas lui qui fait la finition. Sur ce manteau, on va rajouter une vêture qui est vraiment l'aspect esthétique, qui peut être en bois, qui peut être en métal, qui peut être en fibre ciment. Enfin, on peut mettre de l'enduit même, si on veut, sur certains projets. Donc, on voit qu'on a plein de possibilités ensuite d'habillage de notre construction. L'important, c'est toujours de se dire que le bois et l'humidité, ça ne fait pas très bon ménage. Donc, il faut être très vigilant sur la finition qu'on va apporter. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une lame d'air entre notre vêture et la structure même du bois. Cette lame d'air, on la devine sur l'image du milieu. On a un système de tassotage vertical. Donc, c'est des pièces de bois qui permettent d'écarter le bardage de notre ossature et qui permettent de ménager une lame d'air pour que l'air circule toujours, si jamais il y a une infiltration à cet endroit-là, qu'on n'ait pas une stagnation d'eau dans ces endroits. Ici, on a un tassotage vertical et un contre-tassotage horizontal parce que on pose un bardage à l'ouverture, un bardage vertical, et comme il est vertical, on pose sur une horizontale, mais si on avait mis directement l'horizontale contre notre pare-pluie, si jamais de l'eau s'infiltrait là, on avait un risque de stagnation et donc de pourriture et ainsi de suite. Donc, bien être vigilant à ce point-là qui est primordial, tout comme, là on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est primordial de garder une hauteur qui est de 20 cm entre le sol extérieur et le bas de notre ossature, donc du bois, pour éviter justement ce contact à l'eau. Même si le bois, on pose une lisse basse qui, elle, résiste mieux à l'eau que les autres, malgré tout, il faut quand même poser une bande résiliente qui évite les remontées capillaires entre les deux. Donc, on surélève l'ensemble. Petite vue sur l'intérieur. Non, encore juste un coup. Merci. Petite vue sur l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi avec l'ossature bois, donc on a la partie structurante de notre mur, donc voile, montant, voile travaillant. Et là, on a un mur qui est intérieur,
donc on n'était pas obligé d'isoler, on aurait pu l'isoler pour l'acoustique, mais là on donne entre deux pièces intérieures, donc le thermique, on n'était pas concerné par ça. Et j'aime assez cette idée de se dire qu'un mur qui est en bois comme ça, en ossature bois, est quand même une partie creuse. Et cette partie creuse, elle peut être investie, c'est-à-dire on peut l'utiliser comme du mobilier. J'aime cette idée de se dire que ce mur peut avoir différentes fonctions. Il y a à la fois porteur, parce que là on avait besoin d'un mur porteur sur cette longueur, mais qu'en plus, on peut lui trouver d'autres qualités. Là, notamment, c'était un meuble télé, c'est-à-dire qu'il y a la réservation. Là, on était en fin de chantier, la télé n'est pas encore arrivée, la télé qui était au centre, et après, ces clients avaient énormément de disques et DVD, et donc on faisait une bibliothèque, enfin plutôt une DVD-thèque dans ce mur, ce que je trouvais assez intéressant, d'aller chercher d'autres qualités à notre mur porteur, en fait. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà le fini, donc métamorphose, notre véranda s'est envolée, on retrouve une extension donc, qui est un mélange de bardage bois, zinc et puis la pierre au-dessus. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a des matériaux qui vont vivre, que ce soit la pierre, c'est tous des matériaux naturels, des matériaux qui vont vivre dans le temps, et donc il faut accepter que le bois, comme le zinc ici, qui est en état naturel, va prendre une patine dans le temps. Si c'est quelque chose qu'on ne supporte pas, il ne faut pas partir sur ce type d'option. Ça, c'est important d'être conscient de ça, c'est qu'on ne maîtrise pas en fait complètement, même si on peut utiliser certains matériaux qui vont moins évoluer. Le bois vit, il faut faire avec. C'est ce que je trouve plutôt agréable, de se dire qu'on n'a pas le contrôle total et il va prendre une patine qui est assez intéressante. Tout comme le zinc, là, qui est du zinc naturel. Contrairement aux zincs pré-patinés, il existe des zincs qui sont pré-patinés et qui ressemblent aux vieux toits parisiens, par exemple. Mais cette patine, elle va être très régulière. Contrairement à un zinc naturel qui va faire une patine dans le temps, comme le bois, c'est une patine qu'on ne contrôle pas. Et je trouve ça assez plaisant de se dire que les bâtiments vivent, parce que là, ils vivent dans le bon sens. À côté, vous avez une vue sur l'intérieur. Donc, il est important aussi, quand on fait une extension, de garder en tête qu'on vient s'appliquer contre un mur en général qui peut avoir des ouvertures et qui ramène de la lumière naturelle dans l'existant. À partir du moment où on rajoute un volume, l'existant risque de s'assombrir forcément parce qu'on va créer une ombre à cause des parois verticales ou des plafonds, des parois horizontales ou obliques. Donc, il faut avoir en tête que le centre de notre construction va s'assombrir. Là où avant c'était une façade, ça devient le centre du projet. Donc, c'est le point avec lequel il va falloir batailler pour que ce point qui risque d'être le plus sombre puisse avoir suffisamment de lumière. Là, en l'occurrence, on a travaillé aussi bien avec des grandes ouvertures en façade qui donnent sur le jardin tout en profondeur, et une ouverture, un Velux là-haut qui permettait de ramener de la lumière au cœur du projet. Donc, gardez ça en tête, quand on rajoute une extension, on assombrit la partie de l'ancienne façade. Comment on peut travailler ça? Il y a plein d'astuces. Donc, la prochaine, c'est une grosse extension sur une petite maison. Petite maison qu'on voit en haut à gauche, pareil, années 30, pour une grosse extension, c'est-à-dire qu'on on voit la dalle qui vient d'être coulée sur la photo au milieu en haut, une partie de la maison qui est tombée parce qu'on était limité sur la parcelle. Ici, c'est une construction mixte parce que le bois, c'est bien, mais il y a d'autres matériaux qui peuvent se marier avec le bois. Là, en l'occurrence, on a travaillé en briques sur le rez-de-chaussée, des blocs monomures, parce que autant le bois, thermiquement, c'est super en hiver, autant en été, attention, ça pêche un peu. Donc, tout dépend comment on va le mettre en œuvre. On peut se débrouiller pour faire en sorte qu'on n'ait pas de problème de surchauffe l'été, en essayant de trouver une inertie dans le bâtiment. L'inertie du bâtiment, c'est celle qui va faire qu'on va garder un déphasage entre le moment où ça va chauffer et le moment où on va transmettre cette chaleur, c'est-à-dire le matériau va emmagasiner du chaud ou du froid et le redistribuer au moment où on en a besoin. Ça, c'est assez intéressant de jouer avec ces matériaux. On peut le faire avec du bois, avec de la laine de bois, par exemple, comme isolant, mais un mur qui a de la masse va jouer ce rôle beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de travailler avec ces différents matériaux. Ici, en rez-de-chaussée, on voit que la brique complète bien notre ossature bois qui est à l'étage.
Donc, l'étage, on monte en ossature bois, pareil, même procédé, sauf que cette fois, les panneaux sont livrés sur place, déjà montés, il n'y a plus que les assembler. C'est-à-dire qu'un assemblage, un niveau comme la vignette qu'on voit en bas à droite, ça peut être monté en 2 jours, voire même un jour si on est bien équipé. C'est-à-dire que c'est très, très rapide. Vous imaginez qu'on peut enchaîner les niveaux relativement rapidement. Qu'est-ce qu'on voit d'autre qui est intéressant aussi, toujours sur cette vignette de bas? Quand on monte nos murs en ossature bois, ils ne tiennent pas verticalement posés, c'est-à-dire que le temps du montage, on est obligé de contreventer l'ensemble. Et là, on voit qu'on a des structures provisoires qui sont là pour maintenir les panneaux verticaux pendant la mise en œuvre. Les autres vignettes, là, on commence à poser, sur ce projet, c'est un isolant par l'extérieur. Et donc, on vient s'appliquer sur l'extérieur. Donc, on voit là, on dit le pare-vapeur qui arrive par l'intérieur par rapport à l'isolant qui vient s'appliquer dessus. Suivante, s'il te plaît. Donc, sur la suivante, on voit que le projet avance. Après notre isolation, là, on a essentiellement du zinc. On a aussi du douglas, qui est un bois qu'on voit en partie haute là. On voit en partie haute là-haut à droite. Et le zinc, il est posé sur de la volige qu'on voit sur la vignette à gauche, là, en haut à gauche. Ça, c'est la volige qui est posée comme support de zinc. C'est-à-dire que le zinc, c'est une feuille qui est souple, donc il faut poser un support rigide pour pouvoir poser nos bandes de zinc dessus. Mais pareil, on doit ménager cette ventilation derrière, cette lame d'air qui évite la condensation. Et puis, on voit en bas les différentes feuilles de zinc qui sont apportées au fur et à mesure. C'est un zinc posé à joint debout. Voilà, on peut passer à la suivante. La suivante, on voit donc pareil, le plaisir de jouer avec cette épaisseur du mur, c'est niche. Là, on avait un long couloir plutôt que de l'habiller et d'avoir 2 parois qui soulignent encore plus ce couloir sur la vignette de gauche. On a gardé tout le mur en apparent pour faire une bibliothèque. Là, ces clients avaient pas mal de bouquins, comme vous pouvez voir. Et on s'était dit, on va donner une verticalité par lettre de l'alphabet pour remplir ce mur de livres. On est isolé par l'extérieur. La question était, est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est un projet qui date de 2008. Ouais, c'est suffisant. On avait posé, il me semble, 120 ou 140 de laine de bois à l'extérieur et il n'y a pas du tout de souci. Donc, on a pu aller jusqu'au bout de cette recherche et faire cette bibliothèque. Cette façade, c'est une façade nord, quelques ouvertures qui permettent de la rythmer, mais aussi qui permettent de créer une ventilation. C'est-à-dire c'est important de créer une ventilation naturelle, justement pour éviter la surchauffe. Donc au nord, sur la façade, sur la photo de gauche, on a toutes ces petites ouvertures. Là où au sud, on a une grande baie vitrée au rez-de-chaussée. Là, c'est juste à la fin du chantier. Donc on a des câbles qui sont tendus sur cette casquette qui permet de protéger la baie vitrée du soleil agressif de l'été, c'est-à-dire que quand le soleil est là-haut, les rayons de soleil ne peuvent pas rentrer dans la maison, alors que quand il est plus bas en hiver, il rentre largement jusqu'au mur du fond de la maison, et donc on bénéficie d'un apport solaire qui est non négligeable dans ce genre de situation. Photo suivante. Je sais pas où j'en suis dans le temps, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, on va aller vite. C'était pour montrer ce dialogue qu'il peut y avoir, parce qu'une extension, c'est quand même, on travaille avec de l'existant, l'extension, une surélévation, mais là, en l'occurrence, les extensions. Et on voit qu'on peut réussir à avoir des dialogues assez intéressants entre de l'existant, des maisons plutôt classiques, ou de lotissement ou autres, et de réussir à trouver des matériaux tels que le bois. On peut le mettre en œuvre avec des vocabulaires très différents. On voit bien là, d'un projet sur l'autre. Là, on a ce projet à gauche avec les 3 vignettes, les 2 premières verticales et celle qui est en bas. C'est une extension des gens qui voulaient une maison avec une chambre de plein pied, parce qu'ils avaient leur chambre à l'étage, des personnes qui s'inquiétaient pour leur avenir. Et donc, avec un petit terrain, et le défi, c'est de savoir est-ce qu'on peut construire sans perdre trop de jardin, ni de lumière. Donc, on a fait en sorte de créer une petite ouverture qu'on voit sur le pignon dans le style de l'existant, dans l'image de là-haut à gauche. Et notre extension, donc, qui vient masquer la lumière sur la façade principale, mais on a travaillé pour faire en sorte que la lumière puisse rentrer au maximum au cœur de l'îlot et au maximum de la maison en créant ce renfoncement, ce qu'on peut voir sur la photo en bas. Et ce qui était génial dans ce projet, c'est qu'on a réussi en fait au final à avoir une extension plus une surface extérieure plus importante, parce qu'il y avait un garage dans le fond
sur lequel on a construit. On a pu faire une terrasse au-dessus qui rejoint l'étage de la maison ici. Et donc, on avait à la fois une extension du volume en plus et de l'extérieur en plus. Donc, pas mal, on était assez contents. Donc là, c'est du bardage, c'est du Douglas à claire-voie. Les autres images, c'est un mixte entre bardage à claire-voie ou volet coulissant à claire-voie, plus exactement, et, des panneaux d'éternite en fibre-ciment pour le reste de la construction. Pareil, des débords de toiture pour se protéger de l'agressivité du soleil. Et je crois qu'il nous reste une page pour finir. Deux. On peut passer deux. Donc, dernière, un autre exemple. Grosse extension, une maison largement ouverte, c'est ce qu'on voit sur l'image en haut à gauche, de grandes baies vitrées, c'était des petites pièces, jeune couple avec des enfants qui veut un autre style de construction. Et donc, on a largement ouvert ça. On n'a pas pu l'ouvrir d'une traite parce qu'on a un escalier qu'on a conservé derrière. Donc, on a joué sur des jeux de niche après. Et cette extension, c'est 30 mètres carrés devant une maison existante. On fait 2 lucarnes à l'étage et on travaille avec un bardage bois brûlé. Le fait de brûler, ça lui donne une résistance en plus et une esthétique qui est quand même assez agréable. Donc, voilà un beau projet. Et oui, merci. Et donc, dernière vignette pour montrer deux autres types d'extensions. Une au Croisic en haut à gauche, donc en bord de mer. Donc, on peut aussi construire en bord de mer, parce que beaucoup de gens s'inquiètent par rapport à ça. Donc, je pense que c'est important de le dire. C'est attention à la mise en œuvre, mais c'est un travail aussi en amont. Donc, normalement, on doit maîtriser ce travail. Différents matériaux. Bon, vous avez compris, j'aime bien le zinc, j'aime bien le bois. Donc, on le retrouve ici régulièrement. Ou l'autre vignette, c'est Sud-Loire. Pareil, une maison où on ne voulait pas empiéter trop sur les fenêtres qu'on avait en façade sur la maison d'origine, d'où cette forme en fait en plan qui est un triangle avec une pointe qui part là-bas sur ce bar extérieur qui donne sur une piscine à venir. Donc, c'était de se dire comment on va pouvoir aller chercher sur ce jardin qui est tout en longueur sans prendre trop sur la façade. Donc, c'est possible de faire des très grandes extensions aussi en faisant en sorte de jouer autant que possible avec le volume existant. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire pour les extensions. Je vous laisse maintenant monter dans les étages avec Thomas. Bonne suite de visite. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, en effet, tu as fait la bonne transition. Je me permets juste de vous repréciser. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra tout à l'heure, tout à la fin du webinaire. Donc, je laisse tout de suite la parole à Thomas. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va monter dans les étages après les extensions. Merci Nicolas pour cette présentation assez exhaustive sur les modes de construction ossature bois. Du coup, je vais peut-être un peu moins développer, et ça tombe bien parce que j'avais beaucoup de photos de chantier. Donc, ça vous permettra de voir un petit peu l'évolution sur 3 projets de surélévation différents. Au préalable, peut-être rapidement, donc moi également, je suis architecte DPLG. Je suis diplômé de l'école d'architecture de Lille en 2005 et donc l'agence THA a été créée à Bordeaux en 2011. Alors pour la petite histoire, l'activité de l'agence s'est développée sur 2 zones géographiques bien distinctes. La première étant l'Afrique de l'Ouest, sur Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina. Alors sans rentrer dans le détail, mais ça correspond, c'est dans la continuité de mes premières expériences et rencontres professionnelles. Et donc l'autre partie de l'activité s'est développée en Nouvelle-Aquitaine, donc suite à mon installation à Bordeaux en 2011. Donc, de par les contextes géographiques, climatiques et économiques des différents projets, ils sont bien évidemment différents entre les différentes zones, que ce soit en termes de conception ou des matériaux qui sont mis en œuvre. Ceci étant, le travail de l'agence dans les 2 cas est motivé systématiquement par une approche simple et pragmatique de la construction. Ce qui permet de maîtriser la qualité des projets et également les budgets d'opération, ce qui reste le nerf de la guerre, et en passant systématiquement par des savoir-faire locaux et également des matériaux qui sont disponibles localement.
Donc, en Afrique, ça s'est traduit par des projets qui mettaient essentiellement en avant le béton et la BTC, la brique de terre compressée. Et donc, en France, le mode constructif qui m'a intéressé dès mon installation en 2011, ça a effectivement été la construction bois. Donc, en complément de ce qui a été évoqué par Nicolas sur les avantages du matériau bois, a été évoqué le chantier sec, la préfabrication, la rapidité de mise en place et aussi les problématiques d'accessibilité. Je vais compléter un petit peu la liste en rappelant que ça reste un matériau vertueux, ce qui nous intéresse particulièrement à l'heure actuelle, puisque c'est un matériau renouvelable qui constitue un puits carbone en séquestrant donc du carbone sur lequel on a peu de transformation. Donc, on a un bilan carbone qui est extrêmement intéressant, et d'autant plus intéressant si on arrive à travailler en circuit court, donc avec finalement peu de gaz à effet de serre dégagés associés à l'exportation de la matière première et donc des transports. Donc, de ce point de vue-là, et d'autant plus avec les réglementations thermiques qui se mettent en place et le fait d'être soucieux du cycle de vie des bâtiments, c'est de fait un matériau particulièrement pertinent pour la construction. A été évoqué que c'était un matériau isolant, c'est à peu près 7 fois plus isolant que le béton. Alors, même si effectivement la masse thermique va nous intéresser lorsqu'on cherche un confort d'été, mais à ce niveau-là, avoir recours au bois permet d'avoir une approche au niveau de l'homogénéité thermique de l'enveloppe qui est particulièrement intéressant. C'est un matériau également à faible effusivité. Donc, derrière ce mot, retenez juste que c'est un matériau qui apparaît chaud par rapport à d'autres au contact, et que c'est également un matériau biophile, c'est-à-dire qui participe à la sensation de bien-être ressentie dans un espace. Donc là aussi, encore une fois, un matériau qui, dans la qualité des espaces qu'on va développer, nous intéresse particulièrement. Également, très bonne faculté acoustique, voilà, qui également va aller dans le sens de la qualité des projets qu'on va développer. Accessoirement, on a recours au bois aussi parce qu'on trouve ça beau, son esthétique, par ses nuances, la diversité des fibres, la diversité des essences. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se tourne vers ce matériau. Et la transition avec les surélévations, à ne pas oublier que le bois est un matériau qui est relativement léger par rapport à de la maçonnerie. On est à peu près à 8 fois plus léger que de la maçonnerie. Donc, intervenir sur des bâtiments existants, si on ne veut pas à un moment donné compromettre les fondations ou être obligé d'engager des reprises en sous-œuvre qui seraient potentiellement extrêmement coûteux, et bien, le recours à l'ossature bois nous permet de les ménager. Donc, en ce sens, c'est également un matériau particulièrement pertinent donc, pour les surélévations. Alors, premier projet que je souhaitais vous présenter, c'est un projet de surélévation d'une échoppe bordelaise. Alors, les échoppes bordelaises, c'est des pierres, c'est les maisons typiques au niveau de Bordeaux, en général en rez-de-chaussée, en pierre bordelaise, qui date de la deuxième partie du 19e siècle. Donc là, c'est une maison, pour ceux qui connaissent, qui est rue de l'École Normale, donc pas très loin du parc bordelais. On est sur une échoppe, on voit sur la façade au rez-de-chaussée qu'on a maintenue en état, qui vraisemblablement était plutôt qualitative, avec un certain nombre de modénatures qui ont disparu un petit peu au cours du temps. Et sur lequel, la partie arrière, on verra après, il y avait un certain nombre d'annexes qui étaient venus encombrer la maison originelle. Donc, ouais, c'est bon. Voilà à quoi ressemblait la maison initialement. L'objet du projet a été donc de faire un petit peu de ménage au rez-de-chaussée. Donc, on a décloisonné l'ensemble. On a essayé de… En général, quand on intervient sur ce type de maison, on est sur des maisons qui ont été récemment achetées et qui sont quand même bien dans leur jus. Donc, on est sur des prestations assez vieilles. Et c'est souvent des maisons qui sont assez sombres au centre, qui sont pas mal cloisonnées
Et donc, on se fait un petit peu de place quand on intervient. Et là, l'objectif, c'était donc d'augmenter la capacité d'accueil de la maison en intégrant une surélévation. Et également, sur ce projet-là, il y avait une extension sur la partie arrière au niveau du jardin. Donc là, voilà le profil de la maison telle qu'elle était initialement, donc développée sur un rez-de-chaussée avec sur la partie arrière, on peut voir un certain nombre d'annexes qui se rajoutaient. Il y avait une véranda, il y avait des toilettes extérieures et puis un barbecue tout à la fin. Et le projet est mis en place, voilà, donc a fait du nettoyage, garder le volume originel, toutes les parties qui étaient en pierre bordelaise, et on venait rajouter un étage supplémentaire, donc en ossature bois. Et donc, je parlais de l'extension sur la partie arrière qui a été rajoutée, alors pour le coup, qui a été réalisée en maçonnerie pour être dans la continuité du traitement de la façade du rez-de-chaussée et avec des bardages en partie supérieure pour revenir se raccorder au travail de façade de la surélévation qu'on va voir par la suite. Donc, rapidement, le plan de l'étage, voilà, on était sur la mise en place de 2 chambres avec une salle de bain commune partagée, un WC et un espace couloir assez largement dimensionné qui permettait d'accueillir un espace bureau. Et donc, dans le prolongement, sur la zone estampillée 2, on profitait de la toiture de l'extension qui avait été faite sur le jardin pour offrir un solarium à l'étage. Donc, on verra après, ça nous donne un beau belvédère sur l'intérieur, sur le cœur d'îlot, qui est assez vert et dégagé, puisque ça correspond d'ailleurs à une cour d'école. Potentiellement un petit peu de bruit par contre. Voilà, donc là, première étape, les phases de démolition. Donc, on a décloisonné l'ensemble de l'échoppe. Et tout de suite après, on met en place le plancher intermédiaire. Alors, on l'a mis en place directement. Ça nous permettait de simplifier la mise en place des murs à ossature bois à l'étage, puisque bon, il y a différents manière de procéder, mais là, ça nous permettait d'avoir un plancher intermédiaire et de pouvoir intervenir ensuite à hauteur d'homme pour mettre en place les murs à ossature bois. Donc, comme a été évoqué tout à l'heure, donc on a les panneaux extérieurs en OSB contre-ventant. On voit pour le moment le plancher haut de la toiture n'a pas été mis en place, donc on a un système de renfort qui permet de stabiliser les différents murs de la façade. Et ensuite, on continue en mettant en place donc, les lignoles. Donc, les lignoles, c'est les poutres périphériques qu'on vient fixer sur les murs et qui viennent ensuite, qui nous permettent d'accrocher donc, les sabots. Donc, ça, c'est les petites pièces métalliques qui récupèrent ensuite le solivage. C'est donc les poutres supports. On met en place les panneaux qui constituent la toiture et on a ainsi refermé la boîte. Donc là, sur la photo, on n'a pas encore ce qu'on appelle le clos couvert, hein, c'est-à-dire le moment où la boîte est fermée et en tout cas étanche à l'air et à l'eau surtout. C'est une étape très importante au moment du chantier. Et par contre, on a déjà l'isolation qui a été mise en place dans l'épaisseur des murs de façade. Donc là, on est sur une isolation en fibre de bois. Donc là, on était plutôt cohérent. Et ensuite, donc là, on voit qu'on a le clos couvert, les fenêtres sont en place, on est à l'abri. Et on a ensuite toutes les prestations de doublage intérieur qui sont en cours, là, plus mise en place des VMC, l'eau technique, etc. Bon, après, une fois qu'on a fini de fermer la boîte, pour ce qui se passe ensuite, on revient sur des prestations complètement classiques de second œuvre. Au niveau de l'extérieur, a été évoqué tout à l'heure qu'il fallait ensuite protéger les murs en ossature bois. Donc là, la membrane noire, c'est bien le pare-pluie qui a été mis en place. Et puis ensuite, on va habiller le volume du bardage qui est pour nous finalement. Alors on avait une toiture végétalisée là. Alors c'est au niveau du règlement d'urbanisme, il nous autorisait d'avoir recours à des toitures terrasses, mais uniquement si c'était végétalisé. Sinon, on était sur des toitures en pente. Et là, dans l'approche du projet, on souhaitait avoir un volume relativement contemporain et donc travailler plutôt sur des volumes parallépipédiques.
Pose du bardage, donc ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, on est sur une pose de bardage sur cette surélévation qui alterne en fait deux motifs de bardage. C'est une partie pris esthétique qui était d'avoir un rythme de bardage en tasseau pour, on va dire, la majorité de l'enveloppe, et d'avoir un traitement au niveau de chacune des fenêtres, une ouverture avec des lames de bardage un petit peu plus larges qui permettaient d'avoir une variation justement dans le traitement de l'enveloppe et un léger renfoncement. Le léger renfoncement, il nous permettait de donner un petit peu plus de subtilité justement au traitement de façade, et on l'a un petit peu forcé pour intégrer des panneaux coulissants au niveau des fenêtres. Donc on verra mieux sur la façade tout à l'heure, la façade sur rue, les panneaux coulissants qui permettent d'occulter les fenêtres et qui disparaissent complètement à l'arrière du bardage. Bon, voilà, quelques vues rapides de l'intérieur alors qu'on était encore en chantier. Et donc, voilà, une fois fini la partie extérieure, donc là, on est côté jardin sur la terrasse qui domine un petit peu le parc. Le bardage, donc ce que je disais, traité verticalement. Alors, j'aime bien traiter le bardage verticalement parce que pour moi, c'est une sécurité en termes de vieillissement du bois. C'est un matériau qui vit, c'est ce qui a été évoqué, mais il vit aussi en fonction des sollicitations, des intempéries, de l'exposition au soleil, de la pluie surtout. Et donc, le travailler verticalement, c'est aussi garantir finalement que l'écoulement de l'eau, la goutte, va bien suivre la fibre du bois et pas être dans son sens contraire et générer potentiellement des traces qu'on n'aurait pas forcément souhaité. Et c'est un peu ce qu'on voit sur quand même beaucoup de constructions bois, c'est finalement un vieillissement prématuré, ou en tout cas pas souhaité durant les premières années avant que le bois se grise. Donc là, systématiquement, on verra après pas la deuxième, mais la troisième surélévation. Pour éviter ça, on travaille le bardage systématiquement en vertical et on le pré-traite avec il passe en traitement autoclave gris, donc ce qui permet en fait, d'anticiper son vieillissement et d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Je crois qu'on passe à la deuxième surélévation. Voilà, donc deuxième surélévation, autre cas de figure. Alors, on est toujours sur une échoppe dite bordelaise, parce qu'en l'occurrence, là, on est sur une commune limitrophe à Bordeaux qui est Talence. Et la surélévation précédente, on a eu la possibilité de surélever intégralement la bâtisse, à savoir que c'est de plus en plus compliqué de le faire. La municipalité de Bordeaux, l'urbanisme a figé des séquences de façades de rue. Et là, en l'occurrence, on était dans le cas on ne pouvait pas surélever sur la rue pour pas changer le gabarit de la façade. Et donc, dans ces cas-là, ce qui est autorisé, c'est de prolonger le premier pan de toiture pour aller chercher ce qu'on appelle une surélévation partielle. Donc, l'essentiel de la surface développée se trouve côté jardin. Donc, voilà la maison initialement, comment elle se présentait. Donc, on voit la façade sur rue et le volume des combles qui était déjà occupé par une chambre, mais dans un volume plutôt contraint. Le reste étant des espaces sous pont qui étaient soit perdus, soit qui servaient au réseau technique. Et donc, dans le cadre de ce projet, bien, ce que j'évoquais, c'est qu'on a prolongé le premier pan de toiture. Donc, côté rue, la surélévation est quasiment imperceptible. Et par contre, on a développé sur tout le linéaire de façade côté jardin des espaces, donc en l'occurrence deux chambres, qui sont complètement en belvédère sur la vue qui est dégagée. Donc là, le contexte d'intervention était un petit peu différent par rapport à… Oui, donc si on voit, on a développé… donc l'escalier n'a pas bougé, il était là initialement. On a un palier de desserte qui est au centre. Et donc, ce que j'évoquais, c'est qu'on a les deux pièces principales qui ont été développées avec une ouverture assez généreuse sur le jardin, puisque finalement, on n'a quasi aucun mur écran. On a travaillé pratiquement intégralement une façade vitrée, en y associant une petite loggia aussi pour la chambre d'amis.
Et donc, sur la partie un peu plus contrainte, partie arrière, sous comble, mais on en a profité pour mettre en place les espaces dits un petit peu servants du dressing, des WC et de la salle de bain. Donc là, l'intervention était un petit peu plus complexe que sur la surélévation précédente, à savoir que la surélévation précédente n'était pas du tout habitée, alors que là, la maison est restée habitée durant l'intégralité du chantier. Donc on a, alors normalement sur une période qui était parfaite, ou en tout cas mieux, où on était censé être à l'abri des épisodes pluvieux, mais on n'est jamais à l'abri d'un orage. Donc, on a quand même eu quelques petits soucis durant des orages en été, d'infiltration, etc. Heureusement, sans dégâts sur le rez-de-chaussée. Donc voilà, une fois le deuxième pan de toiture surélevé, les volumes dégagés et la vue sur le jardin. Voilà, donc là, encore une fois, pareil, une fois que le volume a été mis en place, on passe sur des phases de second œuvre classique, on recloisonne. Voilà, donc sur l'extérieur, mise en place du pare-pluie. Et là, on est sur un travail un petit peu différent au niveau de la façade. Vous allez voir, on est moins sur une esthétique de construction bois qui s'affiche comme précédemment, avec un travail sur les bardages bois. Là, on est sur quelque chose, notamment du fait de la municipalité qui demandait d'essayer de retrouver des teintes pierre, des teintes claires. Donc, on a travaillé finalement un habillage des façades. Donc, les différents volumes, qui est le parti pris esthétique du projet, ont été travaillés avec des cassettes en aluminium laqué, et sur le côté, on a un bardage qui imite un enduit clair. Donc voilà, quelques visuels de l'intérieur. Là, on est sur le palier au centre qui dessert donc la chambre d'amis et la chambre principale, ainsi que donc la salle de bain sur le rampant côté rue. Voilà pour la surélévation partielle. Donc, on va dire le deuxième type de surélévation qui nous est possible de faire ici sur la zone de Bordeaux. Voilà, donc avec ces 4 cubes posés un petit peu en lévitation sur la maison et en belvédère, offrant des vues sur. Donc, heureusement, une vue dégagée au sud, et donc avec des systèmes d'occultation en BSO, là, cette fois-ci, qui permet d'occulter complètement ou de laisser la vue, mais de casser l'impact du soleil qui sinon apporterait une surchauffe en été qui serait insupportable. Très rapidement, pour terminer, parce que oui, effectivement, j'ai été un peu long. Dernière surélévation. Alors, on sort un petit peu du cadre particulier puisqu'il s'agit d'une résidence, c'est le logement des bâtiments d'astreinte du centre hospitalier d'Arcachon. Donc, dans les faits, c'est des studios étudiants, d'internes en tout cas. Donc, c'était des bâtiments en rez-de-chaussée. Sur une ossature construction béton avec un bardage bois. Donc, ça ressemblait à ça initialement. Et donc là, l'objectif était de dupliquer le plan du rez-de-chaussée pour le placer à l'étage. Donc, on voit sur la coupe là, la manière dont étaient implantés les bâtiments. Donc, c'était 2 bâtiments parallèles qui délimitaient un patio central, patio assez délaissé, où on n'avait pas l'impression qu'il s'y passait grand-chose. Et donc, dans le cadre du projet, on est venu chapeauter ces deux bâtiments rez-de-chaussée en surélévation bois, ce qui nous a permis de redéfinir tout le couronnement du bâtiment et de recréer des jonctions aussi entre les 2 ailes avec les coursives qui finalement devenaient concentriques autour du patio et étaient délimitées de part et d'autre avec les escaliers qui nous permettaient de marquer les séquences d'entrée, d'avoir tout un travail de transparence et de vue à donner sur justement la vie qui se passait au sein de ce bâtiment. Voilà, donc rapidement, on a déshabillé la partie supérieure des volumes pour venir enchasser les volumes de surélévation en avant des acrotères béton qui sont là. Donc, on a fixé des poutres, des lignoles en partie avant. On est venu mettre en place
donc les mobs. Donc là, tout était préfabriqué, c'est arrivé, ça a été gruté. Donc je crois que chaque volume en 2 ou 3 jours était en place. Et puis la suite, voilà, a déroulé, mise en place du pare-pluie dans un premier temps, mise en place du plancher de la toiture pour tenir tout ça, contreventer. Et ensuite, isolation. Donc là, on est en fibre de bois. Donc là, c'est le début de la pose du bardage. Donc encore une fois, ce que j'évoquais, toujours en pose verticale. On est sur un traitement autoclave gris. Alors d'autant plus motivé que si on regarde bien la partie en bas, ça, c'est le bardage existant qui avait déjà vieilli, qui était déjà donc très sombre. Si on ramenait une surélévation sans avoir au préalable ce traitement, on allait avoir quelque chose de complètement dissocié entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc là, mise en place des doublages intérieurs. Donc là, on a essayé d'être un petit peu plus cohérent. On a continué en fibre de bois, y compris dans les doublages. On a utilisé du Fermacell plutôt que du BA13. Donc on a essayé d'avoir une démarche un petit peu plus vertueuse aussi dans le choix des matériaux qui ont été utilisés sur ce projet de surélévation. Et donc voilà, la transformation du patio entre la première photo que vous avez pu voir et maintenant voilà, un espace autour duquel on tourne et qui permet aussi d'être traversant, qui désormais accueille des barbecues. Les dernières photos que j'ai eues, il y a des hamacs qui sont accrochés, donc visiblement, la vie a pris au sein de cette résidence. Voilà, c'est toujours pour nous, en tout cas, le sentiment de satisfaction, c'est de voir que la mayonnaise prend. Voilà, j'ai fini pour cette présentation de projet de surélévation. Parfait, merci beaucoup Thomas. Donc on a pris juste en effet un tout petit peu de retard. On va quand même traiter les quelques questions qu'on a reçues. Donc je te laisse la parole, Jean-Marc. Alors Jean-Marc, on ne t'entend pas avec le micro, c'est un peu mieux. Parfait. Oui, je vais continuer avec Thomas en lui posant une question. Quelles difficultés et précautions avez-vous rencontrées et prises pour une surélévation en site occupé? En site occupé, donc on est d'accord, on parle du fait que ça soit habité en dessous. Je crois que c'est ce que oui. À mon avis. Oui, c'est ça. Précaution, déjà ne pas découvrir tant qu'on n'est pas sur le point de pouvoir enchaîner sur la mise en place de la charpente et pouvoir protéger ne serait-ce que de manière temporaire. Après, il y a toujours un moment où on s'expose. Il y a visiblement des modes d'intervention que je n'ai pas eu encore l'occasion d'éprouver, mais où on arrive à mettre en place la boîte au-dessus de la toiture existante. Et une fois que cette boîte est en place et assure l'étanchéité, on déconstruit la toiture en dessous. Ça, c'est une méthodologie que je n'ai pas eu l'occasion encore de mettre en place avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Là, il s'est avéré effectivement qu'on protection par bâche aussi bien que possible, mais voilà, on a eu quand même quelques petites infiltrations d'eau lors d'orage avec des bâches qui sortaient, etc. Bon, voilà. Heureusement, ça n'a pas été plus loin. Ça a vite été, ça s'est arrêté au plancher du premier étage. Mais il faut être attentif, oui, à tous ces points-là. Et puis après, c'est aussi les couvreurs connaissent bien les sites de météo et font en sorte d'essayer d'être attentif là-dessus. Mais juste une question, une réponse qui n'est peut-être pas tout à fait associée à ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'intervenir sur un existant, y compris, d'autant plus quand il y a des tiers, c'est-à-dire des voisins mitoyens, je conseille fortement, avant démarrage de chantier, dans tous les cas, de réaliser un constat d'huissier pour s'assurer de l'état des existants, pour éviter tout litige par la suite, qui soit justifié ou pas auprès des voisins. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de prix au mètre carré d'une surélévation? Non. Ben voilà. Alors non, parce que déjà, en fait, je suis contre le fait d'appliquer systématiquement un ratio mètre carré. Après, je comprends que on aime savoir à peu près vers quoi on se dirige. Le problème, c'est que tout projet déjà est
suivant ce qu'on met en place, suivant le choix des matériaux, suivant la difficulté d'accès, suivant ne serait-ce que la localisation géographique, parce qu'en centre urbain ou en périphérie urbaine, le prix des entreprises ne sera pas nécessairement le même. Donc, c'est assez compliqué. Ce que je peux dire, par contre, c'est que en deçà de 2 000 € hors taxe mètre carré à l'heure actuelle, ça ne passe pas. Il faut… Alors, d'autant plus qu'on est vraiment touché par une augmentation du coût des matériaux qui est de fait répercutée parce que les entreprises ne peuvent pas, elles, l'endosser. Elles sont bien obligées de le répercuter sur leur prix. Voilà, il faut quand même considérer des ratios supérieur à 2 000 € hors taxe du mètre carré, je répète. Parce que le nombre de fois où on vient nous voir en disant non, mais on nous a dit qu'à 1 200 €, c'était bon. Mais voilà, systématiquement, on est porteur de mauvaises nouvelles et c'est vrai que ça donne un rôle qui est assez désagréable. Sur l'aspect prix, je vais aussi aller vers Nicolas Mazurel. Quand vous avez montré le déroulement du travail de l'architecte, les différentes phases, une question est posée sur le fait que le chiffrage apparaît au DCE, avec un point d'interrogation. Oui, le chiffrage, avant le DCE, tant que les entreprises n'auront pas chiffré le projet d'après les plans qu'on aura pu leur donner descriptifs, ces prix vont être très variables. C'est-à-dire qu'en général, même nous, on consulte plusieurs entreprises par lot et même à un moment donné, le chiffrage entre différentes entreprises sur un même descriptif peut être très différent. De temps en temps, ça peut même passer du simple au double. Donc, c'est très compliqué d'avoir un prix précis et ce prix précis, on l'aura qu'au moment où j'ai envie de dire, le devis sera signé. Et même après, il peut y avoir des modifications, surtout sur l'existant. On va rencontrer des surprises. Donc, à nous de prendre cette marge d'erreur en compte. Avant, en amont du DCE, nous, on fera des estimatifs suivant les projets qui vont venir s'affiner au fur et à mesure que les étapes progressent. Mais avant, le seul qui puisse chiffrer, c'est l'artisan lui-même. Vous avez parlé des chantiers secs et une question qui a été posée. Oui, mais alors quid des sous-bassements, des fondations? Oui, donc à un moment donné, on est obligé de passer des réseaux en sous-œuvre, avoir une intervention en sous-œuvre. Donc là, effectivement, on fait appel aux maçons. Ça peut être minimum, c'est-à-dire qu'on pourrait construire une extension sur plot. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment des fondations ponctuelles. Mais avant, ce qu'il faut, c'est faire une étude de sol, vérifier quel est l'état des supports. On doit s'appuyer sur quelque chose quand même. Donc, effectivement, il y a un peu d'eau à ramener à un moment donné. Il y a des questions qui se posent sur les toitures de terrasse et leur fiabilité dans le temps, en faisant d'ailleurs allusion en Allemagne où il y aurait beaucoup de dégâts sur des toitures de terrasse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je pense que c'est comme tout, c'est attention, c'est la mise en œuvre qui compte. Faut être vigilant donc, à la mise en œuvre, mais je voulais aussi rebondir sur ce que disait Thomas tout à l'heure par rapport à la découverture quand on fait une surélévation. Ce qui est aussi primordial pendant le chantier, c'est d'avoir des équipes qui travaillent bien ensemble. C'est-à-dire que si on veut prendre le moindre risque possible, il est primordial que le couvreur travaille main dans la main avec le charpentier et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a le moindre souci, les deux s'appellent, ils arrivent à rebondir rapidement parce que des surprises, on en a forcément sur un chantier. Ça fait partie du chantier d'avoir des problématiques, à nous de les régler. Donc, si on a des équipes qui fonctionnent bien ensemble, on peut le gérer. Pour l'étanchéité, si c'est bien mis en œuvre, normalement, il n'y a pas de raison qu'une étanchéité soit moins fiable qu'une couverture ardoise, zinc. Voilà. Je sais que ça fait peur, l'étanchéité. Mais une étanchéité à laquelle on peut avoir accès visuellement, déjà, on peut surveiller. Attention que les boîtes à eau ne se bougent pas s'il y a des végétaux à côté. C'est toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte quand on fait une toiture terrasse. C'est aussi de l'entretien. Donc, il faut pouvoir surveiller son support, il faut pouvoir surveiller comment c'est fait. Là, c'est notre rôle d'architecte de travailler avec les couvreurs pour ça. Mais même après, l'utilisateur doit être vigilant. Il y a des choses qu'il doit savoir. Nettoyer sa terrasse de tous les végétaux qui pourraient tomber dessus, vérifier que les descentes ne soient pas bouchées et ainsi de suite. On ne plante pas n'importe quoi sur une toiture terrasse.
Je pense que la question va au-delà du problème de risque au niveau de l'étanchéité, mais également des problèmes de migration de vapeur qu'on a dans les terrasses. Et effectivement, on a pas mal de retours de pathologie sur les toitures terrasses. Alors, je me permets d'en dire quelques mots. Sur les toitures terrasses chaudes, du moment qu'on respecte toutes les conditions qui sont évoquées dans les DTU, on n'a pas de problème globalement. Là où on a des soucis parfois, c'est sur les toitures terrasses froides parce qu'il y en a une nécessaire ventilation sous le panneau porteur de l'étanchéité. Et là, il faut que réellement il y ait cette ventilation qui soit efficace, ce qui n'est pas toujours le cas. Et si elle est insuffisante, eh bien, on a des phénomènes de pourrissement sur le panneau porteur. Donc, il faut être très vigilant quand on fait de la toiture terrasse froide, donc avec ventilation. Et je vous invite à utiliser le document qui est en téléchargement sur le site du CNDB, BA Bois, toiture terrasse bois, où on a très bien recadré un petit peu les bonnes pratiques sur ce genre d'ouvrage. Voilà. Oui, et en plus, attention à l'isolation telle qu'on va l'appliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça puisse condenser à l'intérieur du bâtiment. Donc, il y a le ratio 2 tiers, 1 tiers à prendre en compte afin d'éviter des risques justement d'humidité dans le bâtiment. La ventilation est une chose, mais après, on peut avoir, si l'humidité reste dans l'isolant, ça va nuire à l'isolant, ça va nuire à l'ossature et ainsi de suite. Et pour ça, il y a une notion qui est de plus en plus, qui est à prendre en compte, c'est la migration de la vapeur d'eau, la perspirance des murs. C'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas, on la prenait peu en compte, et c'est vraiment une notion maintenant qu'il faut considérer, et qui, en tout cas dans le principe, une règle à respecter, c'est dans le choix des matériaux mis en place, d'avoir une fermeture à la vapeur d'eau à l'intérieur 5 fois plus élevée que sur les matériaux à l'extérieur. L'objectif, c'est que de toute façon, on ne bloque jamais complètement la migration de la vapeur d'eau. Donc, en tout cas, celle qui rentrera, ensuite, qu'il y ait un processus naturel qui se fasse pour qu'elle soit évacuée vers l'extérieur, ou dans le cas de la construction à ossature bois, elle va finir par rejoindre la lame d'air ventilée et être évacuée. Et ça, c'est vraiment un point important à respecter dans la conception des murs qui sont mis en place. Il y a une question sur un point que Thomas a déjà évoqué tout à l'heure, mais la question revient. Quelles conséquences engendre une surélévation bois sur des murs porteurs existants, avec la charge supplémentaire, même si le bois est plus léger? Et puis, que prévoir pour la reprise de charge? Alors, sur les charges considérées, là, on est sur des surélévations qui sont relativement faibles. On parle uniquement d'un seul étage. Donc, on est sur un poids rapporté qui est acceptable par les fondations existantes. Ce qui serait peut-être un peu moins le cas avec des surélévations maçonnées. Donc, c'est pour ça que aussi avoir recours au bois, ça paraît plus pertinent. Après, l'idéal reste d'avoir une reconnaissance des fondations faite par un bureau d'études géotechniques qui va justement, en fonction de la nature du sol, trouver au niveau de l'assise des fondations et la configuration des fondations, permettre d'avoir des hypothèses justement de portance du bâti existant, et en fonction du projet envisagé, et donc des descentes de charges qui nous seront transmises par le bureau d'études structure, mais voir si on est bon. En général, c'est le cas. Voilà. Juste pour Arcachon, c'était un peu différent parce que par contre, la surélévation avait déjà été anticipée un petit peu au moment de la conception, et donc ils avaient déjà intégré la possibilité d'avoir une surélévation par la suite, même si elle était maçonnée. Pour ce qui est de la reprise des charges, dans les cas qui ont été présentés, on est sur de la pierre bordelaise qui est très friable, et dans lequel on ne peut pas nécessairement se fixer comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée en général des sommiers béton pour avoir une accroche dans la pierre qui soit suffisante. Alors après, soit on vient se fixer directement, soit justement sur ces sommiers, on fixe ce que j'ai appelé donc le lignol, une poutre finalement plaquée contre le mur, et ensuite c'est cette poutre qui va reprendre soit le plancher, soit le mur, parce que le mur, on vient le mettre en avant du mur mitoyen, etc. Alors, des personnes s'interrogent en se disant comment vais-je trouver une entreprise dans ma région pour faire ce genre de travaux? Est-ce que vous avez une possibilité de réponse? Ben, il faut consulter. Moi, ce que je conseille, oui, c'est déjà jamais interroger une seule entreprise. Interroger au minimum 3 entreprises
En tout cas, essayez d'obtenir 3 réponses, ce qui à l'heure actuelle n'est pas forcément si simple, hein, compte tenu des plans de charge. Mais déjà, pour pouvoir comparer les prix, parce qu'effectivement, il y a des variations qui peuvent être importantes. Donc, avoir plusieurs retours permet de vous faire un avis un petit peu plus éclairé. Et puis surtout, regardez les références de l'entreprise. Regardez ce qu'elle a déjà réalisé. Je pense que ça reste la meilleure carte de visite. Et puis maintenant, les réseaux sociaux tournent beaucoup. Donc, regardez aussi leur communication, voir les retours, etc. Ça me paraît important. Et puis éventuellement un conseil, le moins cher est celui qui est disponible de suite. En général, ça arrange bien, mais souvent, ce n'est pas nécessaire. Alors, on peut tomber sur une bonne entreprise, au bon moment, au bon endroit, mais en général, c'est quand même, il vaut mieux laisser passer un petit peu de temps et réussir à programmer son chantier avec une entreprise qui, certes, n'était pas disponible le mois prochain, mais dans 3 mois. Si son plan de charge est important, c'est peut-être aussi gage de qualité et de professionnalisme. Une question à Nicolas du même ordre. Je suis particulier, je cherche un architecte qui pourrait faire une surélévation. Comment puis-je le trouver? Alors moi, je dirais qu'avant même les réseaux sociaux, moi, je crois beaucoup au bouche-à-oreille. C'est-à-dire qu'essayez de vous renseigner autour de vous si vous avez des proches qu'on fait construire déjà, qui ont déjà fait appel à un architecte. Essayez de comprendre pourquoi ça s'est bien passé et si on vous le recommande, si c'est des gens que vous connaissez qui vous recommandent quelqu'un, normalement, vous pouvez y aller plus en confiance que de partir sur l'inconnu sur la toile où il y a pléthore d'architectes. Donc voilà, moi, c'est mon principal conseil, je crois beaucoup au bouche-oreille. Peut-être juste en complément, un projet réussi, c'est aussi une belle rencontre. Donc, regardez les références. Il faut que ça matche votre sensibilité et la sensibilité de l'architecte. Là, ça donnera un duo gagnant pour réussir à sortir quelque chose d'intéressant. Sinon, ça risque d'être subi par l'une des deux parties et forcément, l'investissement à ce moment-là sera moindre. Donc, c'est important. Voilà, regardez les références. Si déjà dans ces références, il y a des projets qui vous attirent et à laquelle vous êtes sensible, ça aussi, c'est important. Une piste Permet possible, également c'est d'ajouter aussi une petite information, notamment pour la partie architecte. Je vous invite à consulter le site clubwiobois.com, qui est un site qui va vous permettre de retrouver tous les architectes, promoteurs, voilà, tous les rôles tous les rôles de prescription. Donc, c'est un site qui nous permet de référencer tous ces métiers-là et tous ces professionnels qui ont déjà conçu avec le matériau bois. Donc, ça vous emmène aussi un certain gage de qualité parce que tous les membres du club Oui au bois ont déjà conçu avec ce matériau. Donc, on vous enverra le site en question. Et également le site Panorama de la construction bois, dans lequel il y a 6000 réalisations. Et avec le mot-clé surélévation, vous verrez beaucoup de réalisations d'architectes qui ont fait la surélévation. Autre piste possible. Écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'essentiel des questions. Parfait. Dans ce cas, je pense qu'on va clôturer. On a un petit quart d'heure de retard. Désolée. En tout cas, on souhaite vous remercier au nom de bois.com, vous, les intervenants, pour la qualité de vos échanges, mais aussi participants d'avoir été nombreux aujourd'hui. On espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez trouvé des inspirations aussi, réponses à vos questions. On va vous envoyer d'ici quelques jours le replay de ce webinaire si vous n'avez pas pu le consulter en intégralité. On va également vous donner les coordonnées de nos 2 intervenants du jour, donc Nicolas et Thomas, si vous avez un projet à mettre en œuvre, par exemple. Et on va aussi vous donner les liens de tous les sites qui ont été listés pendant cette heure ensemble, donc notamment le club Oui au bois dont je viens de parler, le site du panorama bois, le document BA bois, toiture, terrasse bois. Voilà, on va vous envoyer tout ça par mail. En tout cas, un grand merci à vous pour votre présence aujourd'hui. On vous dit à très bientôt pour un prochain événement bois.com. Et en attendant, on vous retrouve sur le site et nos réseaux sociaux. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.